معنا سعادة القنصل فرنسا بتونس، نحكيه معاه اليوم الصباح. تحية لكل من تفاعلوا معنا بالأسئلة وما زالوا يتفاعلوا. دايوغ تبارك هذاك علاش كنت نشوف لاخر لحظة. دونك تنجموا جي روبوبلي مثلا على صفحتي وفما على صفحة اكسبريس اف ام باش تسهلوا حتى على الفريق معنا انه يجيو لي كيستيون في سو ان اسباس بوبليك بين ظفرين. ميساج كان تحبوا تواصلوا تبعثوا على الخاص، ما نبجلوا انه تبعثوا على لي ستاتيو اللي هبطناهم عندكم، حتى ستوريات عندكم، حتى في اللينكدين تاع اكسبريس اف ام الى اخره. فوالا، حضر معنا اذا دومينيك باز قنصل العام فرنسا بتونس. بونجور. السلام عليكم. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Vous le disiez tout à l'heure avec sympathie et un petit peu d'humour que vous étiez surpris qu'une grande partie des questions tournaient autour des visas. Alors justement, pour commencer, je vais m'attaquer à des sujets qui ne concernent pas les visas. Et je vais commencer avec un sujet qui concerne toujours des Tunisiens, mais qui aujourd'hui sont en train de préparer enfin des dossiers parce qu'il y a eu des mariages mixtes ou autre chose. Donc tout ce qui concerne leur future nationalité française, ce type de dossier, de travaux. Voilà. Est-ce que tout ceci fonctionne normalement ou est-ce qu'également c'est touché par tout, voilà, parce que c'est les mêmes personnes, je pense. Vous avez la même équipe, peut-être c'est pas les mêmes qui traitent tous les dossiers. Les mêmes équipes. Voilà. Donc est-ce que ceci est affecté par justement la question des visas? Ça me permettra derrière de faire la transition pour les 99% des questions qui tournaient autour des visas. Parfait, merci en tout cas une nouvelle fois de m'accueillir sur votre radio, même si c'est un peu tôt pour moi, mais c'est très bien. Je suis très content de répondre aux questions de vos auditeurs et auditrices, parce que je pense que c'est important d'être transparent et d'expliquer les choses telles qu'elles sont, comme je le fais depuis le début de mon séjour dans ce beau pays. Alors, effectivement, on a été touché, vous le savez, depuis plusieurs semaines déjà, par des dégâts, par un incendie dans des locaux techniques, donc qui nous ont empêché de regagner nos bureaux parce qu'il n'y avait plus d'électricité, plus de chauffage, etc. C'est en train de revenir à la normale progressivement. C'est-à-dire que normalement, Inch'Allah, on récupère nos bureaux dans le courant de la semaine prochaine. On a dû effectivement réduire l'accueil des usagers. Ça n'a pas réduit notre capacité de travail puisque tout le monde est resté au travail, et je voudrais rendre hommage à l'ensemble de mes équipes et de mes agents, qu'ils soient français ou tunisiens, parce qu'ils ont vraiment travaillé pendant 2 mois dans des conditions extrêmement difficiles, dans des bureaux exigus, et ça a été très compliqué pour eux avec d'énormes problèmes informatiques. Et ça s'est fait. Alors, je ne nie pas qu'on a du retard, notamment sur les certificats à capacité de mariage, les demandes de nationalité. Il y a du retard. Déjà, normalement, le délai de traitement des certificats à capacité de mariage est toujours un peu long, parce que c'est une procédure administrative un peu longue, avec une interaction avec les communes françaises. Donc, on est normalement entre 3 et 4 mois entre le dépôt du dossier et la remise du certificat. Là, on a augmenté nos délais, on est plutôt autour de 5 mois, mais comme on va récupérer nos locaux et on va récupérer du personnel supplémentaire, j'ai bon espoir que nous allons de nouveau retrouver un rythme normal. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. D'accord, alors justement par rapport à ces problématiques, c'est très récent, mais ça n'a fait que rajouter une couche, mais il y avait auparavant, et là ça revenait souvent dans les commentaires, une certaine lenteur pour le traitement des dossiers. Donc à ce niveau-là, est-ce que c'est voulu? Est-ce que vous prenez votre temps? Est-ce que ça s'arrange? Et j'ai même un autre commentaire dans ce sens. Je vais commencer à comme une recette, incorporer des ingrédients et avant, voilà. Rentrer les ingrédients. Non, mais est-ce qu'on prend notre temps? Non, on ne prend pas notre temps. On n'est pas là pour s'amuser. Moi, mes agents, ils travaillent sur des horaires normaux, et je peux vous garantir qu'ils sont extrêmement mis sous tension.
Pour travailler, je vous l'ai dit tout à l'heure, les agents travaillent dans de mauvaises conditions et ils continuent à travailler. Mais ça, c'est tout récent. Enfin, c'est tout récent, mais après, il y a des délais administratifs qu'on peut pas, je peux pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, à partir du moment où on reçoit un dossier de certificat à capacité de mariage, c'est pas simplement à accusé réception, c'est qu'on va commencer à ouvrir le dossier, on va regarder s'il y a des pièces qui sont manquantes, s'il y a des pièces qui ne sont pas bonnes, et à ce moment-là, on va interagir avec l'usager pour vérifier, pour lui demander des compléments d'information, pour constituer véritablement son dossier. On fait la même chose sur la nationalité. Ensuite, il y a éventuellement une audition. Donc tout ça, ça prend du temps. Et on traite énormément de dossiers. Ce sont des centaines de dossiers que nous avons, que nous traitons. Et puis, dans le cadre des mariages, il y a la publication des bans. Les bans, c'est 11 jours obligatoires. Donc ça, on ne peut pas réduire les délais. Donc je veux dire, il y a des délais qui sont incompressibles. Il y a des délais qu'on peut que manifestement on ne maîtrise pas. C'est par exemple quand on a du retard, quand on a un afflux de demandes alors que on a des difficultés à traiter les dossiers. Donc là, on travaille sur ce sujet-là avec du personnel supplémentaire, avec de nouvelles méthodes pour travailler. Et puis il y a des délais qui sont administrativement incompressibles. Donc je comprends, parce que quand les gens veulent se marier, effectivement, on n'est pas à Las Vegas où on peut décider du jour au lendemain de se marier et de trouver le... Non, là, il y a effectivement des délais, on le regrette, mais c'est des délais administratifs, mais en même temps, qui évitent ensuite tout problème plus compliqué pour les usagers. Là, vous parlez des mariages, enfin des mariages mixtes qui se feraient sur le sol tunisien où ils doivent au préalable être déclarés, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tout mariage avec un ou une ressortissante étrangère doit faire l'objet d'un certificat à capacité de mariage. Avant le mariage? Avant le mariage, parce que sinon, ça va entamer une autre procédure. Voilà. Après, c'est une autre procédure. C'est une procédure qui est tout aussi longue, sinon plus. Parce qu'on a eu un commentaire dans ce sens. Et c'est une procédure qui peut être annulée. On en fait un petit peu les recherches. Oui, voilà. Oui, c'est une procédure. Effectivement, il y a des gens qui, soit par ignorance du processus ou pour différentes raisons, préfèrent se marier immédiatement et ensuite demander la régularisation. Il faut savoir que la régularisation n'est pas sûre. Parce que derrière le certificat à capacité de mariage, notre action, c'est aussi d'identifier des mariages blancs ou des mariages gris. Et vous savez comme moi que ce sont des pratiques qui existent. La justice les punit aussi, la justice tunisienne les punit. J'ai un certain nombre de ressortissants qui sont en prison pour avoir contracté des mariages gris ou des mariages blancs. Alors blanc, je connaissais, gris, c'est c'est gris, c'est-à-dire il y a l'accord d'une personne, mais il n'y a pas forcément la volonté des deux. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui veut véritablement se marier. C'est de l'abus, de confiance. Moi, j'ai énormément de gens qui sont abusés par un Tunisien, par une Tunisienne, ou inversement, et qui va vouloir épouser la personne simplement pour regagner le territoire français ou pour acquérir à terme la nationalité, mais il n'y a pas d'amour. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Derrière, il va y avoir de la maltraitance, souvent. Derrière, il va y avoir un divorce assez rapide et beaucoup de souffrance pour les gens. Donc, nous, on n'est pas, on est très vigilants sur ces aspects-là. Donc voilà, mariage blanc, rappelons parce que j'ai pas posé la question, le mariage blanc, c'est des personnes qui se mettent d'accord pour se marier, une rémunération. Et puis un mariage gris, c'est il y a une personne qui est séduite mais ça, il faut encore le prouver parce qu'on voit souvent des rapports sur ça. C'est l'objet des certificats à capacité de mariage. C'est l'objet des certificats à capacité de mariage. Effectivement, c'est pas toujours évident à prouver. C'est très intrusif de notre part. C'est très difficile parce que c'est difficile de se prononcer sur l'amour dans un couple. Mais moi, ce que je vois, ce que j'entends ensuite, c'est des personnes qui sont en France et qui me disent annuler le visa de mon conjoint parce qu'il me bat, parce qu'il est parti avec mon argent, parce qu'à l'aéroport, il n'est jamais arrivé chez moi. Moi, je n'ai pas capacité à annuler des visas. Une fois que la personne est sur le territoire, c'est pas moi qui vais aller le récupérer. Donc, derrière, il peut y avoir de la souffrance, oui. Derrière, il peut y avoir effectivement de la souffrance et de la maltraitance. D'accord. Justement, le terme maltraitance, vous parlez d'une souffrance de personnes qui sont, vous le disiez, séduites et peut-être après, elles retrouvent ces personnes-là, peut-être une autre vérité ou une autre réalité qui s'avère être un mariage gris comme
comme vous disiez, donc derrière, forcément, quand il y a des sentiments et quand c'est dans un seul sens, ça peut... C'est un peu gênant, c'est plus comme un couple. mais c'est aussi fréquent d'avoir ce type de retour où ils vous disent d'annuler des visas ou enfin où ça se passe Non, pas c'est bien. pas fréquent, mais moi ça me surprend. Voilà, c'est-à-dire Vous avez un chiffre sur ça, sur le nombre de mariages gris, enfin que vous arrivez j'ai à... pas de chiffre. Et puis nous, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Enfin, C'est-à-dire, vous refusez combien sur 100 mariages qui vous arrivent, enfin de demandes de régularisation ou alors ça, je peux pas vous dire. Mais quand on refuse un mariage, en fait, on le refuse pas nous. Hein. Quand on a des doutes, on va transmettre le dossier au procureur général de la République, qui est à Nantes, et qui va prendre une décision. Il faut savoir que dans à peu près 67% des cas, c'est un chiffre extrêmement élevé, le procureur va nous donner raison. Donc, après, les chiffres, là, je ne les ai pas, mais c'est un phénomène sur lequel moi, je suis obligé d'alerter nos concitoyens français, mais aussi les Tunisiens, hein, parce qu'il y a des abus de confiance derrière, souvent. Bon, ça doit se produire un peu partout dans le monde, malheureusement. Hein. Les gens jouent des sentiments des autres, mais nous, on est obligé d'avoir une attention très particulière parce que, je vous dis, derrière, ensuite, en France, on a des soucis de maltraitance, on a des soucis de personnes qui sont en détresse psychologique et autre chose. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que toutes les affaires consulaires des ressortissants français sur le sol tunisien, il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de binationaux également, etc. Enfin, au dernier chiffre, vous avez combien de Français et Françaises sur le sol tunisien, y compris des binationaux? Officiellement, le chiffre baisse. On doit être autour de 23-24 000 Français, donc, y compris binationaux. Pour moi, binational ou français avec une seule nationalité, c'est français. Donc, on a à peu près 24 000 Français qui sont sur le sol. On a effectivement 70%, 73% exactement de Français qui ont aussi la nationalité tunisienne. Mais on est officieux. Je pense qu'on est plutôt autour de 30 000. C'est-à-dire on a toujours des Français qui ne sont pas enregistrés au niveau du consulat, qui sont enregistrés au niveau des autorités tunisiennes, mais pas forcément au niveau du consulat. Pourquoi je disais binationaux? Parce que, bien évidemment, enfin, il y en a qui sur le sol tunisien, en étant binationaux, continuent à avancer, entre guillemets, en tant que Tunisiens. Ils ne pensent pas aller s'inscrire sur les registres. Je me suis dit, est-ce que vous avez des chiffres sur ces gens-là? Non, mon estimation, c'est que nous, on a 23 000, 24 000 enregistrés, et on estime qu'on doit avoir une 30 000 à peu près Français qui vivent dans le pays et qui n'ont aucun problème. Donc du coup, ils n'ont pas forcément besoin de venir s'enregistrer chez nous dès qu'ils n'ont pas besoin d'un service public français. Ou justement, ça m'amène à ma question avant de marquer une pause et pour terminer sur ces affaires consulaires des Français, ou justement parce qu'une bonne partie des services auxquels ils peuvent prétendre, ils sont obligés de les faire via Nantes, via courrier, à distance, ça ne passe pas par le consulat sur place. Est-ce qu'il y aura de plus en plus de services fournis sur le sol tunisien pour tous ces ressortissants, ou est-ce qu'ils vont toujours continuer, surtout je pense c'est les pays du Maghreb qui sont rattachés pour certaines actions, pour certains services à Nantes? Non, en fait, les services dont vous parlez, c'est le service d'état civil. Le service d'état civil, ça veut dire que pour une personne qui est née à l'étranger ou décédée à l'étranger, on peut obtenir des actes d'état civil à partir de Nantes. Tout a été centralisé à Nantes. Et ça fonctionne de façon par voie électronique, puisqu'on a à peu près, je crois, 80% aujourd'hui des actes d'état civil pour les personnes nées à l'étranger qui sont délivrés par voie électronique. Ça fonctionne extrêmement bien. Enfin, moi, j'ai souvenir... Pour avoir des enfants nés à l'étranger, j'ai souvenir que c'était extrêmement compliqué d'obtenir auparavant un acte de naissance. Aujourd'hui, vous l'avez à peu près dans la semaine ou les 10 jours par voie électronique. Donc, on est en train de dématérialiser ces actes d'état civil. Et en fait, les Français à l'étranger ont été précurseurs, puisqu'aujourd'hui, on est en train de porter et d'expérimenter ce dispositif de dématérialisation de l'état civil sur les différentes municipalités en France. Donc ça, c'est un service, oui, ça se fait à Nantes, mais ça se fait beaucoup mieux que dans les consulats. Vous voyez, nous allons mettre en place une réponse téléphonique qui va être gérée à partir de Paris. Donc il n'y aura plus de questions d'attente, de non-réponse, etc. Puisque dès que la personne va téléphoner au consulat de France à Tunis, elle sera sans coût supplémentaire
reporter sur un standard qui est en France et qui va pouvoir lui fournir la réponse. Et si c'est une réponse, si c'est un sujet très très particulier avec une spécificité tunisienne, à ce moment-là, le numéro de téléphone va nous être renvoyé, l'appel va nous être renvoyé. Donc ça va réduire notre charge de travail et ça va fournir une meilleure qualité. Donc moi je ne suis pas contre une décentralisation de ces services. Après le reste, on le fait, on délivre du passeport, de la carte d'identité, et je dois dire que nos compatriotes, notamment franco-tunisiens, qui ont des difficultés à obtenir des renouvellements de passeport ou de carte d'identité en France, parce que les délais sont très longs en préfecture, n'hésitent pas à venir renouveler leurs documents chez nous, parce que c'est plus rapide au consulat. Très bien. Alors, pour partir sur le sujet des visas, il y a pas mal d'auditeurs qui s'impatientent un petit peu, et je comprends, hein, c'est la plus grande partie, c'était sur ces questions-là. 3-4 grandes familles de questions. Revenons aux questions des délais. Nous avons eu pas mal de commentaires et de questions sur des délais de 3 mois, qui peuvent atteindre 3 mois. En tout cas, des délais sur le rendez-vous ou sur le traitement? Pour le traitement. Il y a peut-être des délais plus longs. C'est ce qu'on a repéré, c'est le délai le plus lent. Parmi les questions, les commentaires que nous avons reçus, c'était 3 mois. Et 3 mois où le passeport était chez vous, où la personne était dans l'incapacité de l'utiliser, de partir en voyage. Et cette personne qui nous a écrite prétend même donc avoir raté des opportunités, etc., que ça lui a compliqué la vie, qu'il a raté des opportunités professionnelles, etc. Et qu'en plus, il a fini par avoir un rejet. Pourtant, c'est quelqu'un qui a l'habitude de voyager, qui a l'habitude d'avoir ses visas. C'est un consultant international. Voilà. Alors, là, je suis allé du général au spécifique. Ouais, voilà. Alors, moi, je ne vais pas traiter des cas particuliers. Voilà, c'est pour ça. Donc, j'ai pas voulu... On ne les connaît pas, mais c'est une bonne question. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, je pensais récemment à ce que vous lisez quand vous consultez les sites internet de météo. Hein, vous avez la température réelle, donc aujourd'hui il doit faire 20 degrés, et puis la température ressentie. Ben, avec les visas, c'est la même chose. Vous avez l'information réelle et puis la perception des gens. Et sur les délais, on reste tout le temps sur des vieilles perceptions. Des perceptions qui sont dépassées. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivé, il y avait, oui, des délais très importants pour obtenir des rendez-vous. Et on avait des délais de traitement qui étaient aussi plus longs. Et aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis décembre, c'est-à-dire depuis 4 mois, ces délais ont considérablement été réduits. Mais ça n'est pas encore bien perçu par la population. Avant de venir sur votre plateau, j'ai vérifié justement les délais de rendez-vous pour la semaine. Ben, les délais, il n'y a pas un délai de rendez-vous qui est supérieur à 15 jours pour obtenir un rendez-vous. C'est-à-dire un auditeur qui nous écoute. Oui. En dehors, alors je fais l'exception des courts séjours, ce qu'on appelle les courts séjours touristiques, c'est-à-dire les personnes qui demandent pour la première fois un visa Schengen. Où là, effectivement, il y a un goulot d'étranglement, on n'arrive pas à fournir suffisamment de rendez-vous. Mais pour tous les autres, par exemple une personne qui part travailler en France, donc un long séjour professionnel, aujourd'hui on est remonté malheureusement à 15 jours d'attente. Le renouvellement d'un visa circulation, hier il était de 8 jours. Vous voyez, pour un travailleur saisonnier qui doit partir en France, travailler dans l'agriculture par exemple, le délai est de 3 jours. C'est-à-dire que si aujourd'hui il rentre sur le site TLS pour demander un rendez-vous, il a un rendez-vous au plus tôt dans 3 jours. Vous voyez, donc les délais ont énormément réduit alors qu'auparavant on était totalement saturé. Et la saturation sur les rendez-vous, elle porte actuellement uniquement sur les courts séjours touristiques, c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais obtenu de visa ou qui en ont obtenu un de moins de 6 mois. Voilà. Donc là, effectivement, on n'arrive pas à fournir, mais encore une fois hier, sur les 550 dossiers que nous avons pris, il y avait 160 dossiers, très exactement 163 dossiers, qui portaient sur des courts séjours, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient jamais obtenu de visa Schengen, qui n'avaient jamais été en France et pour lesquelles on a offert l'opportunité de prendre rendez-vous. Après, il y a le délai de traitement. Et là, vous me parlez d'une personne qui dit avoir laissé son passeport depuis 3 mois. Je fais une petite parenthèse. Si la personne a véritablement besoin de son passeport rapidement, il faut qu'elle n'hésite pas à nous le redemander via TLS ou via notre boîte générique et on lui rend. On annule la procédure, mais on lui rend. Elle peut bénéficier de ce passeport pour aller voyager dans d'autres pays. Nous, les délais de 3 mois, c'est extrêmement rare. Actuellement, on a des délais incompressibles sur des courts séjours.
professionnelle, économique, etc., circulation, j'ai tendance à dire que c'est 15 jours parce que en fait ça peut être entre 8 et 10 jours, mais je préfère dire 15 jours parce qu'on ne sait jamais, on a un certain nombre de vérifications sécuritaires à faire qui ne dépendent pas de nous. Et donc là, nos partenaires Schengen qui participent à ces vérifications ont un délai de 10 jours pour répondre, donc on ne peut pas délivrer le visa tant qu'on n'a pas passé cette époque de 10 jours. Vous voyez, je suis très, très technique, mais c'est la réalité des choses et je pense que les auditeurs doivent pouvoir l'entendre et comprendre ces délais-là. Et puis derrière, sur les visas professionnels, c'est un peu plus long parce que malheureusement, il faut le reconnaître, on a énormément de fraude et que donc on est obligé de vérifier beaucoup de dossiers. Dans le cas de ce monsieur, je ne connais pas le dossier, mais simplement si on l'a gardé, plutôt que de le rendre immédiatement avec un refus, c'est parce qu'on a cherché certainement à mieux comprendre son dossier. Si malheureusement on aboutit à un refus, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a définitivement pas pu comprendre. Alors, ça c'est par rapport à la question des délais. Aujourd'hui, pas mal de personnes, justement, pour rebondir sur la fin de votre réponse et de ma question qui a amené votre réponse, c'est la question des refus de visa. On comprend qu'en grande partie, on n'est jamais content quand on se voit refuser le visa et qu'il y a cette question de perception. Mais on l'a vu, on l'a revu dans les commentaires, on l'a vu au fur et à mesure de ces derniers mois, des personnes qui étaient habituées à avoir leur visa donc ces dernières années. Alors, deux parties pour cette deuxième grande question. La première partie, c'est l'attribution de visa, certes, mais sur des délais plus courts, enfin sur des périodes plus courtes, c'est-à-dire des personnes qui se voyaient attribuer des visas de 4 ans, qui se voient avoir des visas d'une année. Et donc ça, est-ce que ça dans la lecture de certains auditeurs, je vous donne, voilà, c'est compliqué Oui, ce non, matin. mais D'ailleurs, j'adore, un auditeur, il a dit, comment tu vas gérer tout ça, parce qu'il voyait les questions. Alors, dans ma question, donc, le retour sur les visas, donc des personnes qui se voient refuser les visas, ou alors des personnes qui obtiennent des visas, mais pour des délais beaucoup plus courts. Et sur ces personnes qui obtiennent des délais plus courts, on a reçu un commentaire qui a attiré notre attention sur cette question où ils se disent « Ah, c'est pour maintenir vos chiffres ou peut-être les augmenter qu'on donne des visas d'1 an pour que ces gens-là que vous savez que vous allez accepter les visas plus ou moins tous les ans. Donc quand ils reviennent, ça va maintenir vos chiffres et dire voilà, cette année, on a fait, non, on a accepté 1000 visas. Fonctionnaire français, on est feignant par définition, donc on ne va pas s'encombrer à créer du travail mais supplémentaire. Ça allait être ma question parce que pas. Justement, mais ça allait être ma question parce que ça c'est pas arrivé. Justement, vous ne vous encombrez pas en donnant des visas à des personnes à qui vous aviez l'habitude de donner 4 ans, vous donnez 1 an et donc du coup ils reviennent tous les ans. Et s'ils sont nombreux, tous les ans c'est des dossiers supplémentaires à traiter alors que vous auriez pu les revoir que dans 4 ans. Non, mais on fait notre travail là-dessus. Alors juste, il y a deux questions en fait. Voilà, parce deux que questions. Ceux qui reçoivent vous trichez là dans la synthèse, vous mettez deux questions en même temps. Hein. Ouais. Alors on répondra à la première question. Voilà. Sur les refus. Bon, les refus, je comprends, hein, c'est extrêmement déplaisant pour les gens, gênant d'avoir un refus. Moi aussi, j'ai vécu ces situations sur d'autres. Quand un Français doit déposer un dossier de visa dans certains pays, je comprends tout à fait la situation. J'ai eu aussi, j'ai des amis qui voulaient aussi venir me voir ou visiter la Tunisie, qui ne sont pas de nationalité française et qui ont pu aussi avoir des refus ou voir des délais très longs de traitement parce qu'ils avaient besoin d'un visa tunisien. Donc le visa, forcément, c'est une source de frustration à un moment ou à un autre. Simplement, il faut bien regarder encore une fois les chiffres. Moi, je travaille sur des chiffres. Alors on va dire, j'ai vu des commentaires, non, il ment. Bon, on peut dire il ment. Vous n'allez pas m'humilier en disant que je mens. Moi, je suis sur les chiffres très clairs. Actuellement, le taux de refus, en 2023, il est de 22,15%. Hein, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a quand même à peu près 4 visas sur 5 qui sont 4 demandes qui sont approuvées. Le taux de refus en 2019, qui est mon année de référence, c'est-à-dire l'année avant Covid, il était de 22,58. C'est-à-dire qu'on est en dessous de ce qui était des meilleurs chiffres avant Covid. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, entre la température réelle et la température ressenti. Donc le ressenti, c'est on donne beaucoup de refus. Non, la réalité, c'est qu'on en donne beaucoup moins qu'auparavant. Mais là, vous allez comprendre d'où l'autre moitié de ma question. Mais vous en donnez beaucoup plus d'1 an au lieu de 4 ans. Des personnes qui avaient des 4 ans. Alors non, c'est pas vrai. C'est dû à quoi ? Non, d'abord... Vous voulez rester sur la question des refus, peut-être nous dire, entre guillemets, les 22%. 53% de nos visas sont des visas de plus de 6 mois. De plus de 6 mois, d'accord. C'est-à-dire plus d'un visa sur 2 est un visa de plus de 6 mois.
40 à 43% sont des visas de plus d'un an. Donc on peut pas dire, on peut pas dire qu'on n'offre pas. Mais est-ce qu'on a Alors, une après, baisse? pourquoi on fait ça? Est-ce que vous le voyez sur vos Pourquoi? chiffres? Je ne sais pas si vous Moi- l'avez ce moi, chiffre-là. sincèrement, non, j'ai pas Par de. rapport aux j'ai pas- 4 ans qui deviennent un an. Mais j'ai pas de baisse. Ce que je sais, c'est que depuis que je suis ici. Ça, c'est revenu et- souvent, en tout cas, des personnes qui disaient d'habitude on a 4 ans et là on a qu'un an. Non, Ça, mais c'est revenu. oui, oui. Je ne sais pas si vous avez des stats Alors, sur ça. je vais vous dire ce qui s'est passé. Il y a eu une époque, les gens qui parlent de ça souvent sont des gens qui... Il y a eu une époque glorieuse, on va dire, où il suffisait de déposer un dossier et un passeport sans mettre de documents et on avait automatiquement ces 4 ans. Cette époque-là est passée pour des raisons réglementaires. Hein, il y a un code Schengen sur les visas, il y a aussi des instructions françaises sur les visas qui font que nous sommes obligés d'obtenir un dossier complet. Il faut que la personne se pose la question pourquoi je n'ai pas obtenu mon renouvellement sur 4 ans et pourquoi j'ai qu'un an. Ce qu'on a fait souvent, c'est qu'on n'a pas voulu pénaliser les gens. C'est-à-dire que les dossiers étaient fortement incomplets. Et donc, comme on savait qu'ils avaient déjà obtenu des visas, on n'allait pas leur faire un refus. Donc on leur a donné souvent des visas qui étaient d'une durée inférieure à celle qu'ils avaient auparavant. Juste un petit signal pour leur dire attention, la prochaine fois, faites des dossiers complets. C'est souvent ça qu'il y a derrière. Mais bien souvent, il faut se dire que quand les gens sont passés de 4 ans à 1 an, c'est que normalement, on aurait pu aussi les refuser, mais que parce qu'on a des liens particuliers avec la Tunisie, etc., on a laissé passer. Mais on est aussi contraint par des règles. Hein, et on est obligé de respecter ces règles. Nous, on préférerait justement, je plaisantais tout à l'heure quand je disais on est des feignants, mais c'était une plaisanterie bien sûr, mais on préférerait donner que du 4 ans à tout le monde parce qu'effectivement, on vous voit moins souvent et ça nous permet, non pas de travailler moins, mais ça nous permet d'ouvrir des rendez-vous à d'autres personnes. C'est surtout ça. Hein. Et nous avons massivement fait des visas de moyenne à longue durée, c'est-à-dire de 1 à 4 ans, pour justement pouvoir libérer des créneaux pour d'autres personnes. Après, c'est la libre appréciation, si vous voulez, de l'État français en tant qu'État souverain, de savoir si, en fonction des personnes, la personne doit obtenir un 4 ans parce qu'effectivement, elle l'utilise beaucoup, elle a les moyens d'aller souvent en France, elle en a besoin, ou si c'est simplement, disons, elle a pas forcément, tout le monde n'a pas forcément besoin d'un visa 4 ans. Et puis, je rajoute un point, c'est que vous avez aussi votre durée de validité du passeport. Tout à fait. Hein, on peut pas ici, on peut pas faire de visa. Le visa est pas on peut pas le réutiliser. Donc je veux dire, si vous avez un passeport de 3 ans, on pourra vous faire qu'un visa de 2 ans. Un passeport valide pendant encore 3 ans, on peut vous faire un visa que de 2 ans. Voilà, c'est tout un tas de contraintes comme ça qui sont derrière. D'accord, alors en plus... c'est très dur pour vous de parce que ça arrive en temps réel. Si, je vous écoute très bien. Je peux même rebondir, justement, j'allais rebondir parce que c'est dans le même sens. Merci à vos auditeurs d'être actifs et proactifs. D'accord, je vais... Qu'ils m'excusent d'avance, je vais probablement pas citer parce qu'il parle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de cas spécifiques. Enfin, où il cite des noms, où il cite des cas d'entreprises, etc. Où des ingénieurs n'ont pas eu de visa, des consultants. Là, on a pas mal de cas. Mais voilà, réels, c'est des cas individuels. Mais moi, je peux pas répondre sur les cas individuels, mais je peux effectivement donner des éclairages sur des cas un peu, des cas un peu généraux. D'accord. Nous allons marquer une courte pause. Volontiers. Voilà, comme ça va permettre de respirer un petit peu et puis nous allons reprendre نمشيو فاصل نمشيو في لاشونج كاليقتي ما نرجعوا نواصلوا مع قدس الفرنسا بتونس مازلنا باش نحكيو دونك وصلنا حكينا على عديد المواضيع نلخصهم بعد شويه خلينا نمشيو مع الوقت في الفقرات نتاعنا ثم نرجعوا نواصلوا مع الحديث اغلب الاسئله جايه على موضوع التاشيره راجعين كم حتى للتسعة متاع الصباح ومواصلين في حوارنا مع قنصل فرنسا بتونس. تحية لكل مستمعينا من كامل تراب الجمهورية ومن خارج حتى تونس معناتها اللي يتفاعلوا معنا اليوم الصباح الحوار هذا. نجدوا له تحية. Bonjour de nouveau. Merci d'être resté avec nous ce matin. C'est un grand plaisir. Pour un expresso allongé du coup, parce qu'on dépasse un petit peu l'horaire prévu pour cette interview, mais c'est normal, on n'a pas tout épuisé. Enfin voilà, donc je résume très rapidement.
طرقنا من الاول لموضوع الفرنسيين بتونس معناتها ومشاغلهم، دونك موضوع معناتها كل المضامين الى اخره، الاوراق معناتها اللي يخدموا عليهم، عقود الزواج، كل المشاكل المتاتيه من هذا الكل والتريتمون تاع الملفات هذه. ثم هنا رومونتي موضوع التريتمون جوستومون على موضوع التاشيرات اللي جات عليه اغلب الاسئله، دونك التاخير في اسناد التاشيرات، لي ديلي اللي يطولوا معناتها شنو الاسباب. ثم موضوع الرفض كنا نحكيو عليه، باش نرجع توا بين ظفرين على الاسباب، خاطر بك ما سالتوش على الاسباب الرفض. اعطانا الاحصائيات، اعطانا الارقام. يقول هو اللي اليوم 4 مطالب على 5 يتم قبولهم ايجابيا معناتها يتحصلوا على التاشيره. يقول حتى لو بورسنتاج نتاع الرفض اللي انفيريور ميم لاني دو ريفيرونس اللي هي قبل كوفيد 2019. هذاك علاش يقول معناتها اليوم فما الواقع وفما لا بيرسيبسيون معناتها. وموضوع الناس اللي قاعدين يتحصلوا على دي فيزا بعام، مستنسين يتحصلوا على 4 سنين يتحصلوا بعام، هذه الكل جاوب عليه. مازلنا باش نقدموا احنا في الحوار. Je disais donc, je voulais reprendre là où on était, donc c'était la fameuse question en 2 parties, la question de ceux qui se voient refuser le visa et ceux qui se voient octroyer un visa, mais pour des délais plus courts que d'habitude. Donc sur cette partie-là, vous avez répondu. Sur le refus de visa, vous avez présenté les chiffres. Je voulais juste savoir les 22,15% de mémoire, c'est ça, 22,15%. Pour, quelles sont les 3, 4 ou 2, 3, 4 raisons pour lesquelles ils se voient refuser les visas? Mais il y a une multitude de raisons. Alors c'est vrai que les formulaires les formulaires de refus, qui sont des formulaires selon les normes Schengen, qui sont valables dans tous les pays, pour tous les pays européens et dans tous les pays qui doivent demander un visa, sont pas toujours très clairs, pas suffisamment clairs, mais on peut pas aller plus loin. Mais bien souvent, c'est parce que il y a des documents qui ne sont pas fiables. Et je dois dire que dès que nous constatons un faux, et nous avons énormément de faux, dès que nous constatons un faux, ça va directement sur un refus. On ne va pas perdre notre temps à essayer de continuer d'étudier le dossier. Et nous avons des faux en tout genre, jusqu'à le faux le plus flagrant que j'ai vu, c'est quand même un faux diplôme de médecine pour une médecin tunisien qui partait exercer en France. Moi, j'ai pas du tout envie de laisser mes enfants ou mes parents sous la coupe d'un médecin qui n'est pas médecin. Et donc ça, c'est quand même très criminel, ce type de faux. Mais nous avons tout un tas de faux sur les comptes bancaires, sur la CNSS, etc. Or, nous avons besoin, nous, de vérifier effectivement le statut social de la personne, si elle a suffisamment de moyens pour résider en France, etc. Nous avons ensuite des refus parce que, notamment des personnes qui, c'est des exemples, mais des personnes qui ont laissé des dettes hospitalières en France, qui utilisent un visa français pour aller se faire soigner. C'est possible, on a le visa médical. Et ça, le visa médical bénéficie d'une procédure fast-track, mais on a d'autres personnes qui utilisent ces visas et qui laissent des dettes plusieurs milliers d'euros à la charge du contribuable français. Donc moi, tant que les dettes ne sont pas épurées, la personne ne peut pas obtenir un visa supplémentaire. On a des gens qui, à un moment ou un autre, ont fraudé ou bien font l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire, ces choses-là. Et donc ça conduit forcément à du refus. Et puis on a des personnes qui correspondent pas au profil d'une personne qui a la capacité d'aller passer 15 jours de vacances en France, parce que ses revenus ne nous montrent pas qu'elle a suffisamment de fonds pour vivre en France, ou sa justification d'un séjour professionnel n'est pas forcément très claire. Le traitement, parce que vous avez un grand flux, que vous avez combien de demandes? Parce que les pourcentages c'est bien, mais les demandes, le nombre de demandes, on est à combien? Nous, l'année dernière, parce qu'on prend les chiffres de 2023, c'est 118 000, 119 000 demandes de visa, et on a octroyé 94 600 visas dans l'année. Voilà. Là, sur le début de l'année, on doit être déjà à 8 000 dossiers octroyés sur le trimestre. Et justement, ce que je voudrais dire sur ça, parce que là aussi, de nouveau, perception et la réalité. Ouais. La Tunisie est le 8e pays bénéficiaire de visa pour entrer en France.
Le 8e, c'est-à-dire sur le monde entier, Mm, mm, mm. la Tunisie. Pas est en nombre, mais en pourcentage, enfin, en nombre de, oui, en en nombre. pourcentage, si on veut, par rapport à l'ensemble des autres pays. Oui. On est le premier, la Tunisie est le premier pays bénéficiaire du passeport talent. Donc ce passeport qui est destiné aux artistes, aux professions innovantes, aux professions supérieures. On est le premier pays qui bénéficie de ce passeport talent. Donc ça, c'est quand même, on le voit tout de suite. Il y a quand même un fort attrait pour la France et il y a aussi une forte ouverture de la France vis-à-vis de la Tunisie. Nous avons à peu près 13 000 étudiants tunisiens en France. Chaque année, l'année dernière, nous avons délivré 5 000 visas à des jeunes Tunisiens pour aller faire leurs études en France. On est la première destination pour les jeunes bacheliers ou les jeunes étudiants tunisiens. Très bien. Je prends des notes pour ne pas vous interrompre et pour ne pas rebondir tout de suite, même si je suis tenté, parce qu'il y a des questions qui arrivent avant. Oui, mais je reviendrai sur la question talent, parce qu'il y a des messages qui sont arrivés dans ce sens où on dit que vous prenez ceux que vous voulez prendre, une sorte d'immigration choisie, et qu'aujourd'hui, vous prenez les ingénieurs, prenez les gens dont vous avez besoin. C'est peut-être de bonne guerre, c'est peut-être logique, mais il y a des commentaires dans ce sens où on dit après, ceux dont vous n'avez pas priorité, vous n'avez pas besoin de ces métiers-là, vous leur refusez le visa. Nous reprenons de suite. On prend les gens qui bénéficient d'un contrat de travail en France, c'est-à-dire qui sont demandés en France. Je ne vais pas faire venir en France une personne pour la mettre au chômage en France. Je fais venir des gens qui effectivement ont un partenariat avec leur futur employeur et qui ont été identifiés. Comment vous expliquez alors du coup qu'il y a des consultants pour des entreprises IT qui se voient refuser le visa, qui viennent même pas pour s'installer là-bas, parce qu'il y en a qui viennent pour s'installer quelques mois et qui repartent, qui vont et qui viennent, qui ont des missions, qui vont travailler, qui se voient refuser le visa. Parce que bien évidemment, la réponse n'est pas claire. Vous leur dites pas, vous vous êtes vu refuser le visa parce que votre compte en banque... non mais je ne sais pas, est-ce que ce sont des personnes qui... Médecins, pharmaciens. Alors, c'est plus des consultants IT. Oui, j'ai rajouté d'autres professions. Consultant IT, là, c'est pour aller travailler, pour faire des... Il faut bien distinguer les choses. Oui. Parce que médecin, pharmacien... D'abord, un pharmacien pour travailler en France, effectivement... Là, c'est pas pour travailler. Là j'ai repris pour les vacances. J'ai repris par rapport à des métiers. Voilà, on fait des... Là, c'est très intéressant parce que moi, dans les conversations que j'ai en ville, c'est exactement le même système. C'est-à-dire qu'on mélange tout. Et puis, à la fin, on sort du ressentiment. Alors, il faut justement cerner les choses. Alors, les pros, ceux qui vont pour travailler de manière ponctuelle. Les pros qui vont pour travailler de manière ponctuelle, c'est 20 000 visas chaque année. D'accord. Combien de refus? C'est-à-dire autant qu'en 2019. Là, le taux de refus spécifiquement, je ne l'ai pas, mais c'est très faible. C'est très faible parce que d'abord, ils travaillent dans des entreprises, généralement. Ces entreprises sont référencées chez nous. Donc, on a un partenariat de confiance avec ces entreprises. Et à ce moment-là, on sait qu'on a moins de fraude. Donc et puis, on est dans cet échange économique parce que ça nous intéresse à nous, la France, comme ça intéresse la Tunisie. Et ça intéresse les deux pays d'avoir ces échanges économiques. Donc, ça fait partie de notre population prioritaire. Je ne nie pas que de temps en temps, il arrive qu'on ait des gens qui aient des dossiers totalement incomplets ou qui ne correspondent pas. Voilà, moi j'ai clairement ce qui manquait pour qu'ils puissent. Mais parce que je traite 600 à 650 dossiers par jour. Mais vous le savez, quand vous refusez, au moment où vous refusez, vous savez pourquoi vous le refusez, vous pouvez l'écrire. Mais il y a un formulaire et le formulaire est rempli. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce formulaire, on peut le critiquer parce qu'il n'est pas suffisamment précis. Mais c'est un formulaire qui est normé, c'est le formulaire qui est obligatoire pour les 27 pays Schengen et qui est délivré, que ce soit au Cambodge ou au Tunisie ou au Maroc, c'est exactement le même formulaire. Donc on ne peut pas en sortir. Voilà. Et comme je l'explique, je ne peux pas, moi, à la mer, rajouter pour les dossiers. Mais vous avez des équipes. Moi ou mes équipes, d'accord. On traite 600 à 650 dossiers par jour. D'accord. Et un certain nombre de dossiers, nous prenons plus de temps que d'autres. Donc, c'est pas possible d'avoir si le dossier n'est pas complet, je suis désolé, on n'a pas le temps de mettre le dossier de côté, de téléphoner à la personne, etc. Mais vous pensez pas que ça contribue à cette frustration et à cette incompréhension et ce fameux ressenti? Parce que les gens, du coup, ils sont perdus. J'en suis d'accord, mais sincèrement, quand vous allez dans l'administration tunisienne ou l'administration française et que vous présentez un dossier incomplet, qu'est-ce qui se passe? On vous dit pourquoi il est incomplet pour que vous puissiez rectifier. Oui, mais vous rectifiez. Et non pas recommencer dès le début et payer de nouveau parce qu'on parle des frais aussi qui sont élevés. Oui. Bon, alors là, c'est ça. C'est le problème de la conversation sur les visas, c'est que ça part généralement dans tous les sens. On veut revenir sur les frais.
les frais, ils Non, sont... c'est pas les frais. Non, non, Enfin, mais c'est pour vous dire. Non, 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 ça non, mais je veux m'intéresse d'en rester sur parler. ça. Ça m'intéresse d'en Mais parler. on peut y arriver, Quand on a mais quand sur on a cette question, renouvelé- ou si on nous dit pourquoi Ouais. ça va pas, on peut rectifier ou corriger. Mais nous, parce que nous vous n'avons prenez l'exemple de matériellement l'administration. pas le temps de traiter individuellement les dossiers. C'est pour ça que j'insiste toujours en disant mettez-nous des dossiers complets et des dossiers, comment dire, pas honnêtes, mais voyez, des dossiers vrais, c'est-à-dire éviter tout document qui serait frauduleux. Et mettez des dossiers complets, parce que sinon c'est une source de rejet, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer trop dans le détail et de rappeler les gens, etc. C'est ça qui est important. Nous, on a fait des efforts là-dessus sur le traitement, et comme je vous l'ai dit, on a réduit les délais de traitement. On a aussi réduit les délais d'attente pour avoir un rendez-vous. On a amélioré la qualité de l'accueil, parce que ça c'était aussi un point assez sensible. Avec TLS, dans le cadre du nouveau contrat que nous avons ouvert 2 nouveaux centres, parce que le centre de Tunis a été totalement refait, et nous avons ouvert le centre de Sfax. D'accord ? Avec TLS, nous sommes tombés d'accord pour augmenter les horaires de réception des dossiers, c'est-à-dire qu'ils commencent avant 8h30 si c'est nécessaire, ou après 16h30. Et on a élargi les plages de temps. On fait même, et TLS nous fait même des rendez-vous, on va dire ramadan, c'est-à-dire qu'ils reçoivent après l'iftar, jusqu'à 21h30, 22h, des choses comme ça. Et donc je voudrais aussi rendre hommage à l'ensemble du personnel de TLS pour la qualité de leur accueil, parce que souvent j'entends dire on est mal accueilli, etc. Non, oui, peut-être on est mal accueilli quand on vient chercher un dossier, et je rebondis sur la question de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a demandé un type de visa particulier qui ne correspond pas à ce que devrait demander la personne. Voilà. Oui, ça on en a parlé, je pense, en off. Enfin, on en a parlé un petit peu en on, mais on a parlé en off, justement. C'est sur ça que j'allais rebondir. Mais voilà, là, le point, il faut savoir, c'est que vous avez différents types de visas. Quand vous allez sur la plateforme France Visa, vous remplissez votre dossier, vous allez ensuite sur TLS, vous avez différents types de visas. Il faut bien faire attention de demander un rendez-vous pour la catégorie de visa que vous voulez. Parce que sinon, vous ne serez pas accepté au niveau de l'accueil à TLS, parce que il faut effectivement... Ou carrément, vous pouvez ne pas avoir de rendez-vous. En Ou l'occurrence, pas je vais citer le cas, peut-être oui. qu'il y en a d'autres qui se retrouvent dans ce cas-là. C'est le cas d'une famille qui a des visas depuis des années, qui ont toujours eu leur visa. Et le dernier né de la famille, donc il a 4 ans, et ils n'ont pas pu obtenir un rendez-vous pour obtenir un visa. Donc eux, c'est carrément, ils n'ont pas pu obtenir un rendez-vous. Et là, c'est là que vous m'avez expliqué donc, la raison qui est toute simple. Oui, qui est simple, c'est-à-dire que l'enfant qui n'a jamais eu de visa... Les parents ont déjà eu des visas, donc ils demandent certainement des visas, ce qu'on appelle les visas circulation, parce que je comprends qu'ils voyagent assez souvent. Parce qu'ils ont l'habitude de prendre ce type voilà, de visa. Donc, voilà. Donc, et puis il y a le dernier né. Et le dernier né qui n'a jamais eu de visa, et lui on ne peut pas demander un renouvellement de visa puisqu'il n'en a pas eu, donc il est dans mais c'est pas écrit renouvellement, donc là il faut expliquer que ce type de visa que vous demandez derrière pour vous, pour demander un visa circulation, ça veut dire qu'on a déjà eu plusieurs visas, et cet enfant manifestement n'en a pas, et donc là on est dans un cadre un peu particulier et un peu regrettable, c'est-à-dire qu'on a une famille, et puis il y a le dernier né de la famille qui n'a pas toujours son visa. Et donc du coup ça fait quoi du coup? Il y a quoi pour eux sur votre site, enfin pour les rendez-vous pour ce type normalement il doit prendre un rendez-vous effectivement sur un court séjour tourisme, puisqu'il va faire du tourisme de toute façon, et c'est cette tranche de visa, de type de visa qui bloque, parce qu'on n'a pas suffisamment de rendez-vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. J'anticipe une question d'ailleurs. On est sur combien de temps d'attente sur ces... Mais il n'y a pas de délai, parce que nous on rajoute des rendez-vous très régulièrement. Là par exemple, nous venons uniquement pour le mois d'avril de rajouter 1600 rendez-vous. Je le dis, donc j'imagine que la moitié de vos auditeurs sont en train de se précipiter sur le site, mais faites-le. Et on a rajouté 1600 rendez-vous, et on les rajoute ponctuellement. زادوا 1600 موعد على الموقع نتاعهم لشهر افريل، دونك مشيو في ساعه توا اللي يبعثوا لي الكل راهو لي رونديفو ما فماش وكل فوالا. Donc on est sur, avec ces rajouts là, on est sur 15 jours maximum. Non, je peux pas m'engager là-dessus, c'est simplement qu'on rajoute. Oui. Non, ça dépend du type de visa. Voilà. Là, vous parliez par rapport au visa court séjour. Je dis sur du visa court séjour, par exemple, on en rajoute régulièrement. On ne les met pas en bloc en début d'année, on en rajoute régulièrement.
Mais c'est manifestement pas suffisant par rapport à la demande, mais on ne peut pas faire mieux. Mais encore une fois, hier, je vous ai dit, sur 550 dossiers qui ont été réceptionnés, on en a 160 qui sont des dossiers de demande de premier visa. Vous voyez, donc j'entends souvent de dire oui, mais vous n'ouvrez pas les rendez-vous. C'est pas le cas. Il y a des rendez-vous. Mais encore une fois, je voudrais faire une comparaison. Je ne sais pas si vous connaissez le système Doctolib, la plateforme Doctolib en France pour prendre un rendez-vous médical, mais même ici sans cette plateforme. On a des difficultés pour prendre des rendez-vous avec les médecins. Hein. Mais pourquoi? Parce que le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend d'abord ses clients, d'accord? Ses clients habituels. Patient, ouais. Ok, ses patients habituels. Et puis ensuite, quand il a quelques plages de rendez-vous libres, il va prendre de nouveaux patients pour les aider. Voilà. Et puis après, quand il peut plus, Hein. Mais quand vous n'arrivez pas à trouver de rendez-vous avec votre médecin, ça ne veut pas dire que votre médecin ne travaille pas. Ça veut dire qu'il a plus suffisamment de créneaux pour vous prendre. Et ben nous, on fonctionne un peu pareil. On a nos clients, entre guillemets, privilégiés, c'est-à-dire nos partenaires privilégiés qu'on va servir en premier, c'est-à-dire effectivement tout ce qui fait vivre la relation économique entre la France et la Tunisie, tous les industriels, tous les gens qui ont des séjours économiques à faire, des séjours commerciaux à faire. On a tous les artistes, par exemple, on a les chercheurs. On a, je vous l'ai dit tout à l'heure, on était 5000 étudiants qui déposent, on a plus, hein, on a 6000 étudiants qui déposent un dossier. Donc ça, ce sont nos personnels prioritaires. On a les regroupements familiaux, par exemple, on a les visites familiales, parce qu'on sait qu'il y a un échange très important entre plus d'1 million de Tunisiens qui vivent en France et puis la Tunisie. Donc il faut favoriser ces échanges familiaux. Et ça, ce sont nos publics prioritaires qu'on doit servir en premier. Et chaque fois que l'on peut, on prend des nouveaux publics, je dirais, des personnes qui veulent aller faire du tourisme ou qui n'ont jamais eu de visa et qui veulent en profiter. Mais voilà, on est, comme les médecins, on est limité par notre capacité de traitement. Très bien. Alors, par rapport, il y a des questions par rapport au rendez-vous. On a reçu des commentaires dans ce sens où on dit qu'en passant par certains services d'entreprises privées, etc., on pouvait se voir octroyer des rendez-vous. Est-ce qu'ils ont justement, ça me fait penser à cette question parce qu'on a des masses quand vous dites partenaires privilégiés, même si j'ai compris de qui vous parliez, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des entreprises, c'est vrai, qui peuvent avoir un accès où c'est juste qu'ils ont la facilité, où ils savent comment se comporter avec la plateforme, où ils ont des informations comme celle que vous venez de nous donner en direct, où vous dites on va injecter des rendez-vous, donc eux ils savent qu'il va y avoir ça, donc ils vont se précipiter sur la plateforme. Parce que c'est avéré, selon des auditeurs, c'est avéré. Quand on passe par ce type de services, des entreprises de services, ils arrivent alors à obtenir des rendez-vous. Ça dépend de ce dont vous parlez. D'abord, premièrement, personne n'est informé de la libération des rendez-vous. Hein, parce que si on l'annonçait... J'essaie de comprendre pourquoi eux, ils arrivent à leur obtenir des rendez-vous et pas des personnes normales quand elles viennent toutes seules sur des plateformes. C'est très simple. Alors là, vous parlez pas d'entreprise. Nous, on a des partenariats privilégiés. Quand je parle de partenariat, on a des entreprises qui sont référencées. C'est juste que donc ça m'a fait penser au commentaire d'un auditeur qui disait qu'on a l'impression qu'il y a des entreprises qui présentent leurs services, qui vous disent viens, on va vous accompagner dans votre procédure de visa. Oui, alors ça, c'est pas des entreprises. Ce sont, j'ai appelé ça des officines qui vivent de ça. Et je dois dire qu'ils entretiennent aussi la rumeur sur la difficulté d'obtenir des rendez-vous. Ce sont eux qui, sur les sites Facebook ou ailleurs, sur les réseaux sociaux, font croire qu'il n'y a absolument pas de rendez-vous de disponible ou qu'il faut attendre 3 mois, etc. Encore une fois, je demande aux usagers de se rendre sur le site TLS et de vérifier en fonction du type de visa dont ils ont besoin. Ces gens, pourquoi ils obtiennent des rendez-vous? C'est parce qu'ils ont un certain nombre d'employés qui, quasiment 24 heures sur 24, s'enregistrent sur le site TLS et essaient d'obtenir des rendez-vous. Donc dès qu'un rendez-vous va se libérer, effectivement, ils vont essayer de le capter. Parce qu'ils sont en permanence, parce qu'ils ont ce qu'on appelle des petites mains qui sont capables effectivement d'être tout le temps sur Internet pour essayer de capter le rendez-vous. Voilà. Mais ils n'offrent pas un meilleur service que d'autres et en plus ils font payer leur service. Ils le font parfois payer très cher et moi ça me pose un problème éthique. Hein, le coût de ce service, qui est pas du tout, ce ne sont pas des agences de voyage dans la plupart des cas, hein, et ils facturent des sommes exorbitantes pour un service qui souvent n'a pas lieu d'être, parce que vous pouvez obtenir vous-même votre propre rendez-vous. Encore une fois, sur les courts séjours pour les premiers partants, je sais que c'est compliqué,
on ouvre 160 rendez-vous, à peu près 100 à 160 rendez-vous par jour. C'est pas suffisant, mais je ne peux pas faire plus. Mais sur les autres rendez-vous, comme vous le voyez, ils sont disponibles entre 2 jours et 15 jours d'attente. Très rapidement, alors sur ces questions de refus, tout à l'heure, il y a deux faits qui ont été relevés par des auditeurs par rapport à la question de délai, de durée du passeport, enfin de validité du passeport. Les visas, par exemple, américains sont systématiquement, enfin souvent, c'est délivré, c'est des visas de 10 ans, donc ça dépasse souvent et très logiquement donc la validité des passeports. Et pourtant, donc après, on peut, vous savez, faire des petits trous dans les passeports et avoir un nouveau et utiliser le visa qui est sur l'ancien passeport pour peu qu'on ne le perde pas. Et donc, on estime, certains auditeurs ont estimé que peut-être cette raison de validité du passeport n'était pas recevable. Enfin, voilà. Et par rapport au refus, on a eu souvent... En réponse sur ça, sur Ouais. la validité du passeport, certains auditeurs peuvent estimer que c'est pas recevable, mais malheureusement, ce n'est ni eux ni moi qui faisons la législation, c'est Schengen. Et Ouais. effectivement, il faut un passeport valable. Mais On est dans un processus qui est différent du processus américain, je le reconnais, mais c'est la règle Schengen. Le refus, souvent on a reçu que apparemment vous n'acceptez pas les réservations d'hôtels sur certaines plateformes que vous Non, considérez peut-être, non, c'est pas vrai. que je ne veux pas citer. Que vous Oui, non, mais il connaissez faut pas les peut-être. citer, mais on les connaît. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas. On regarde ça, on n'a pas le temps de regarder sur quelle plateforme on fait les réservations. Il est évident que on voit trop souvent revenir certains hôtels identiques et on sait très bien que c'est de la fausse réservation. Il faut pas se le cacher. Ça va très loin. Ou Hein, ça alors que va c'est un sur bon plan. ça va Ou alors que c'est un bon plan. Non, parce que effectivement sur certaines plateformes, vous avez la possibilité d'annuler votre réservation Mhm. 2 minutes après l'avoir fait. Donc on sait, hein, nous aussi on profite des bons plans pour nos vacances. Mhm. Mais c'est pas un critère suffisant. Hein. C'est généralement il y a beaucoup d'autres choses dans le dossier qui vont nous Vous savez, amener à ceux qui refuser. présentent les visas sont entre le marteau et l'enclume, parce qu'après aussi réserver un hôtel, le payer et se voir refuser le visa. Là, par exemple, on a Non le cas mais d'une famille oui, qui partait dans un grand parc mais je le d'attractions avec une comprends. souris Je aux le grandes comprends. oreilles. Oui, je le Sur la région comprends. parisienne, ils ont tout payé, ils se sont Oui, vus refuser le visa parce que, selon la réponse, ils ont pu avoir une réponse informelle ouais. de quelqu'un de votre équipe. Oui. Parce que, voilà, parlons d'information, en tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Ils disent que quelqu'un, en tout cas, de Ouais, l'ambassade, mais ils n'ont pas dit le ouais. consulat, leur a dit que vous vous êtes vu refuser le visa parce que la personne qui a traité votre dossier a estimé que c'était une famille qui avait un risque que vous restiez là-bas, que vous ne reveniez pas. Donc, du coup, ils ont perdu quelques Non, milliers ça c'est d'euros pas de une réservation information d'hôtel. informelle. Ça c'est pas une information Enfin, c'est informelle. Je quelqu'un, veux ils dire, connaissaient quelqu'un c'est qui une. leur a dit voilà Non, pourquoi mais ça a été refusé. On avait oui. un doute sur voilà, ce que vous allez Bon, repartir d'abord, ou rester. je commente pas Hum, 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 hum. les gens qui me disent oui, on m'a dit que, etc. Non, Je commente pas. en tout cas, C'est simplement la personne, elle lit sur la fiche, c'est le motif de refus numéro 8 ou numéro 9, c'est doute sur le détournement de l'objet du visa. ouais, Ça veut dire en gros risque de risque migratoire. migratoire. D'accord ? Je ne connais pas ce Ouais, dossier. Je reviens sur les hôtels. hum, Euh, hum, hum. Moi, ce que je sais, c'est que la majorité des Tunisiens ne vont pas à l'hôtel quand ils vont en France. Ils vont dans la famille. Hum, hum. Alors pourquoi est-ce que vous ne demandez pas un certificat d'hébergement ? Vous voyez ? C'est tout simple. Il faut demander. Alors je sais qu'après c'est compliqué un peu en certificat, mais et donc ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens font des fausses réservations d'hôtels parce qu'ils veulent s'économiser effectivement la charge de travail de leur famille en France qui va devoir aller à la mairie demander un certificat d'hébergement. Mais si encore une fois, si vous voulez faire les choses avec le moindre risque possible, n'hésitez pas à obtenir des certificats d'hébergement de vos familles. Merci. Merci à vous. Déjà fini, vous vous rendez compte, c'est C'est- fabuleux. On c'est- pourrait rester des heures c'est ensemble, vrai, mais mais je pense qu'on a fait le tour des questions les plus importantes. D'ailleurs, on le voit, le flux, c'est comme les demandes de visa, les flux de demandes de questions oui, ou alors voilà. c'est que vos auditeurs sont déçus sur les réponses. Mais en tout cas, moi, j'essaie chaque fois, je vous le redis, d'être le plus transparent possible, d'expliquer les choses de façon la plus pédagogique possible. On est dans une phase, nous, où conjointement la Tunisie et la France, on a un intérêt commun à échanger, à échanger culturellement, économiquement, socialement. Nous-mêmes, nous avons une forte population tunisienne en France. Donc, on est intéressé, on fait tout pour favoriser cette attractivité, cette mobilité des Tunisiens. Mais malheureusement, on a un minimum de règles.
hein, et on a un minimum de contrôle, que ce soit des contrôles sécuritaires, des contrôles économiques, de contrôles de lutte contre l'immigration. C'est aussi un vrai sujet en Tunisie. Et donc, c'est normal que n'importe quel État contrôle effectivement ces flux migratoires. Mais rassurez-vous, comme je le disais, la Tunisie, c'est le 8e pays bénéficiaire de visa Schengen sur la France et on en est vraiment ravis. Merci à vous. Juste un clin d'œil à un commentaire qui je pense être intéressant vu l'actualité. Il y a une auditrice qui a dit « Espérons ne pas voir beaucoup d'athlètes qui ont consacré leur vie au sport et à leurs rêves olympiques se voir refuser le visa pour participer aux Jeux Olympiques de Paris. » Mais Voilà. moi, je vais répondre à cette question parce qu'il y a un dispositif particulier. Je suis désolé, on fait exploser l'horaire, mais il y a un dispositif particulier qui a été mis en place, hein, et la délégation officielle va bénéficier d'un dispositif très particulier, très innovant pour pouvoir rejoindre la France. On n'a aucun problème et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'athlètes tunisiens qui en ce moment s'entraînent en France, à qui on a délivré des visas et on Déjà. continuera. Et vraiment, on le fait pourquoi? Mais parce qu'on espère qu'ils vont gagner. Parce qu'un succès tunisien, ça sera aussi un peu un succès du consulat. Voilà, On va partager vos victoires. une partie de la médaille, c'est bien, parce que vous avez octroyé des visas. Merci beaucoup. شكرا لك دومينيك ماس قنصل عام فرنسا. عفوا هيجر خليوك موعد الاخبار قبل هذا عندنا الفقره دقيقه ونص تزيدوا ياخذوا لك هيجر دونك كاب اندستري